Ce qu'on peut relever en guise de bonne pratique, c'est de sensibiliser les instances représentatives du personnel sur le fait que la loi a entendu responsabiliser l'ensemble des acteurs. Chacun peut avoir l'initiative de demande de formation, de souhait d'évolution professionnelle. Ce n'est pas désormais le seul apanage de l'entreprise. Une deuxième bonne pratique également, c'est en matière de CPF. L'idée, c'est d'identifier les formations qui sont éligibles au CPF pour répondre à des besoins de compétences dans l'entreprise et peut-être de mettre en place un arbre de décision en interne qui permet d'accompagner les managers et les services RH pour savoir comment répondre à des demandes de formation dans le cadre du CPF. Une troisième bonne pratique concernant la mise en place des entretiens professionnels. L'idée, bien évidemment, c'est de les intégrer dans l'entreprise, soit en adaptant l'existant compte tenu effectivement de pratiques d'ores et déjà mises en place dans l'entreprise, soit d'intégrer effectivement les nouvelles obligations légales. Une quatrième bonne pratique serait de veiller à conserver les dossiers formation pour être en mesure de démontrer que la formation a respecté ses obligations en matière d'adaptation au poste, de maintien dans l'emploi. Enfin, une dernière bonne pratique, bien évidemment, c'est de respecter ces obligations financières qui se résument désormais au fait de verser une contribution unique à Opcabaya et également, le cas échéant, de verser la taxe d'apprentissage en respectant l'échéance légale qui est désormais le 1er mars de chaque année, en fait. Donc pour la prochaine fois, le 1er mars 2016. Pour beaucoup d'entreprises dans l'univers bancaire et financier, ce serait quand même de supprimer ou de réduire à peau de chagrin le budget formation qui permet de financer les actions au titre du plan de formation à l'initiative de l'entreprise. Bien évidemment, ce n'est pas du tout l'esprit de la réforme et ce n'est surtout pas, bien évidemment, l'attente du juge qui, lui, continue de contrôler et de vérifier que les entreprises respectent leurs obligations en matière d'adaptation au poste et de maintien dans l'emploi. Une deuxième mauvaise pratique consisterait à décatégoriser les actions du plan de formation. Là où je veux en venir, c'est que bien évidemment, beaucoup d'entreprises ont perçu, et à juste titre, comme une forte contrainte, la nouvelle obligation légale qui est liée au fait de prendre des engagements écrits avant le départ en formation du collaborateur pour toute action de développement des compétences, qu'elle soit réalisée pendant ou en dehors du temps de travail. Une troisième mauvaise pratique serait d'opérer une confusion des genres dans le régime des départs en formation. Et là, effectivement, on sent bien que les entreprises ont parfois un peu de mal à y voir clair sur le fait de dire « est-ce que lorsque j'accepte un départ en formation pendant le temps de travail, ça signifie que je dois nécessairement financer les coûts pédagogiques associés à cette demande de formation ?» Si l'entreprise ne souhaite pas accompagner son collaborateur au-delà des heures inscrites, c'est l'OPCA, en l'occurrence Opcabaya, qui financera les dépenses de formation sans que l'entreprise ne soit associée au projet financier qui permet au collaborateur de partir en formation. Une quatrième mauvaise pratique consisterait à ne plus informer du tout, de façon individuelle, les collaborateurs sur les nouvelles mesures qui permettent de favoriser la sécurisation de son parcours professionnel. Je veux parler notamment du fait d'informer le collaborateur sur le fait qu'il a un entretien professionnel désormais et cette information doit se faire au moment de son embauche. Et je pense aussi également au conseil en évolution professionnelle puisque les textes prévoient que l'entreprise doit effectivement informer le collaborateur. Une dernière mauvaise pratique serait de penser qu'il n'y a plus d'espace pour le co-investissement en matière de formation professionnelle. Notamment dans des grandes entreprises où on a une culture très forte de la formation professionnelle et où je pense qu'il peut y avoir des politiques dynamiques de co-investissement où l'idée est de dire aux collaborateurs, nous, entreprise, on investit sur ton parcours professionnel, on valorise ton CV, on te permet de suivre des formations de longue durée, des formations diplômantes. En contrepartie, toi, collaborateur, tu acceptes de jouer les jeux et de t'investir pleinement dans ce parcours, notamment, éventuellement, en suivant une partie de cette formation en dehors de ton temps de travail. Ce serait bien dommage de casser ces dynamiques de co-investissement.